L'iPhone 6 est enfin disponible, ou plutôt les deux modèles du téléphone d'Apple qui se dotent enfin d'écrans plus grands. Que penser de cette nouvelle gamme? Va-t-elle convaincre les utilisateurs d'Android à switcher? Quid de son design affiné qui ne fait pas l'unanimité? Quel modèle choisir? Et surtout, l'iPhone 6 Plus est-il trop grand? Débat! Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette édition spéciale d'ORLM Spécial quoi iPhone 6. Regardez, il vient d'arriver le petit et le grand, voilà, on inverse. Mais avant de rentrer tout de suite dans le vif du sujet, un bref rappel concernant notre sponsor WD pour faire emporter 2 disques durs WD MyCloud. Soyez attentifs, la réponse vous sera donnée tout au long de l'émission. WD qui vous réserve à vous et seulement vous qui regardez On refait le Mac, une réduction de moins 20% à valoir sur le store en ligne de WD, www.store.fr, en tapant le code ORLM20, ORLM20, voilà. Et puis également en préambule, permettez-moi de faire un grand coucou à notre ami et producteur adoré Jeff. On pense à toi et courage, voilà, c'est dit. Avec en plateau ici dans le magnifique studio de Victor Images, Cédric Ingrand de la chaîne Info. Bonjour Cédric. Ça va, je voulais revenir sur Jeff, hein. Comme tu le dis comme ça, on a l'impression qu'il est mourant, il s'est cassé la jambe, tout va bien. C'est comme les gens qui mettent des statuts Facebook en disant il m'arrive un truc terrible, je ne peux pas vraiment vous en parler, alors tout le monde dit bah ouais, enfin j'espère que ça va aller. Puis à la fin tu comprends qu'ils ont crevé le pneu de leur vélo. Ça fait quand même beaucoup de jambes qui se cassent. Hein, oui, on est très fort pour se casser des jambes. On va peut-être s'arrêter là. Après toi et Jeff, je pense que je vais commencer à me Voilà, évite le scooter. Autre invité, autre chroniqueur récurrent désormais dans On refait le Mac, c'est notre Benjamin de cette émission et l'anthropologue du Mac de l'association emo5.com. Il s'agit bien sûr de Paul Rony. Bonjour Paul, comment ça va? Bonjour Olivier, ça va très bien et toi? Ça va, ça va. Écoute, on a failli ne pas les avoir, ces petits engins, mais on est très content de les avoir. Mais arrête de les frotter l'un sur l'autre. Surtout, tiens, je te les laisse, c'est comme ça, je ne peux pas les abîmer. Surtout que tu en as une petite particularité, si ce n'est pas dire une grande. Autre chroniqueur de cette émission, vous le connaissez déjà, on va appeler la rédaction de Clubic à Lyon, Stéphane Rocher. Bonjour Stéphane. Bonjour à tous et bien content d'être de retour pour parler de l'iPhone 6. Ça va, tu as réussi à en dégoter quelques-uns? C'est difficile à parler. C'était pareil, c'était un petit peu tendu pour nous, mais on a réussi à en avoir un 6 et un 6 Plus à la rédaction. On a déjà passé un petit peu de temps avec. Bon, on n'a pas forcément les meilleures conditions pour avoir un test sur 15 jours. On les a eu dans la journée, mais on va essayer de vous donner un premier verdict. Mais on va tout de suite commencer par le chiffre de la semaine. Paul, on commence donc par le chiffre de la semaine, un record de précommande d'iPhone 6 en moins de 24 heures, c'est bien ça? Et oui, cette année, les précommandes d'iPhone 6 se sont élevées à 4 millions d'unités. C'est assez énorme puisque les dernières précommandes étaient, je crois, d'à peu près d'environ 2 millions l'année dernière, ce qui est beaucoup. On n'a pas encore la ventilation entre 6 et 6 Plus, mais je crois qu'on estime que 35% des iPhones précommandés ont été des 6 Plus, qui est un beau score pour la fablette d'Apple, sachant qu'ils ne voulaient pas en faire. Alors cette année, est-ce que c'est plus concrètement par rapport aux années précédentes? Est-ce que ce chiffre record est véritablement comparable à ce qui s'est passé les années précédentes avec les précédents lancements d'iPhone? Ah oui, clairement oui, c'était très comparable puisqu'on voit depuis 2011, donc on part d'1 million, 2, 3 et on arrive aujourd'hui à 4 millions, sauf qu'aujourd'hui on a 2 modèles et 11 pays de lancement au lieu de 7, donc il y a une progression nette d'1 million par an. L'année dernière, on avait seulement des estimations des premières précommandes puisque Apple n'a donné les chiffres que du premier week-end de vente, mais on estime qu'il y a eu 3 millions de précommandes à peu près et 2 millions lors du lancement de l'iPhone 5, 4 millions cette année. Donc Apple est en progrès, même si effectivement, tu l'as dit, tout simplement il y a plus de pays qui commercialisent d'emblée
l'iPhone. La logistique tourne de mieux en mieux chez Apple, quoique on n'a pas trop d'idées encore sur la disponibilité en magasin. On sait que chez les opérateurs mobiles, c'est assez compliqué. Il y a plein de gens là dans les magasins aujourd'hui, dans les Apple Store, qui ont fait la queue et puis qui sont arrivés et puis il n'y avait plus de téléphone. Oui, on devait avoir en plateau avec nous Alexandre Collot de Belgium iPhone, qui n'est pas là parce qu'il a passé la nuit devant l'Apple Store de Düsseldorf, et quand il est arrivé à 9h, enfin quand les portes sont ouvertes à 9h, il n'y en avait déjà plus. Donc il est réparti bredouille, il est un peu donc dégoûté, c'est pour ça qu'il n'est pas avec nous ce soir. Surtout qu'il n'a pas vu l'iPhone, il ne l'a pas eu en main. En tout cas, là, ça semble très tendu chez les opérateurs. Un petit chiffre pour vous donner une idée de la difficulté de livrer. Sachez que par exemple, chez un gros opérateur français, l'iPhone 6 Plus, c'est quelques milliers, tout juste quelques milliers. Donc voilà, c'est assez compliqué à trouver. Il semble qu'Apple ait privilégié plutôt son propre réseau de distribution. Tu es passé, je crois, Stéphane, du côté d'un Apple Store à Lyon. Quelle était la température là-bas ? Alors, ce qui est assez intéressant par rapport justement aux chiffres qu'on a donnés sur la répartition 6+, c'est qu'à l'Apple Store de Lyon, donc un des deux Apple Store, donc c'est pas le plus gros, enfin c'est pas le plus fréquenté, mais il est quand même, je pense, assez représentatif. Dès 8h, il y avait plus de 6+. Oui, et il restait encore un stock de 6. Alors après, il faut voir également par rapport au stock initial de 6+, qu'il y avait par rapport au 6. Je ne sais pas si Apple avait produit, livré autant de 6+ que de 6. Mais c'est une donnée qui est quand même assez intéressante. Et j'ai vu, pendant mon passage, il y avait quand même pas mal de gens qui demandaient des renseignements sur le 6+. Donc il a l'air quand même de générer une certaine attente. Ouais. Voilà, on va pas tout de suite dévoiler la conclusion de cette émission. Faut-il choisir un 6 ou un 6+. On ne se pose même pas la question s'il faut choisir un autre modèle du marché qu'un Apple. Bien sûr, on va aussi se poser la question en fin d'émission. Le premier point qui saute aux yeux, Cédric, c'est évidemment le changement de design. On avait jusqu'à maintenant la maquette à vous présenter. Ça fait 2 émissions qu'on vous la montre. On n'était pas forcément emballé par le design. Bon, c'est quand même un peu mieux fini, sans surprise. Ouais, très nettement, c'est même très nettement mieux fini. Je sais pas où il est passé d'ailleurs l'iPhone. Tu veux lequel? Celui-là. Tu vois, voilà. Donc on voit quand même que c'est un iPhone. Je te promets, tu n'es pas habitué au format. Par rapport au modèle qu'on avait la semaine dernière, vous voyez comme il est heureusement mieux fini. Tu en as pensé quoi de ce design? Design arrondi, comme vous pouvez le voir, un design arrondi par rapport au modèle des années précédentes. Ici, vous avez l'iPhone 5 qui lui a un design beaucoup plus carré avec des chanfreins sur le côté. Donc, c'est un vrai changement du côté de chez Apple, Cédric. Ah bah oui, mais c'est un changement dans une autre continuité parce que j'aurais dû rapporter un iPod Touch. Ces bords arrondis, ces coins arrondis, etc., on les avait déjà vus dans l'iPod Touch. Alors, il n'y avait pas cette espèce d'effet de matière sur la vitre qui fait que la vitre est légèrement, comment on dit, tapered, enfin, elle perd un peu sur le côté pour se fondre dans la masse du téléphone. Ça, c'est très cette fabrication a bien été testée par l'iPod Touch, effectivement. Très clairement. Mais donc, voilà, on retrouve quand même des codes de design qui ne sont pas… on n'est pas bouleversé, tu vois ce que je veux dire. Ce qui est bouleversant, c'est la taille. Et ça ressemble assez à ce que était en gros, on est plus dans le style des premières générations d'iPhone, notamment le premier iPhone Edge, très arrondi. Là, c'est incomparable en termes de finesse. On était quand même sur des bons smartphones bien épais, enfin des gros galets qui tenaient bien dans la main. Là, c'est quand même d'une finesse qui n'a absolument rien à voir. C'est impressionnant de voir ce qu'ils ont réussi à loger dans un truc aussi fin, même si ce n'est pas le smartphone le plus fin du marché. Il faut toujours réécouter les keynotes au mot près. Ouais. Par exemple, je ne sais plus qui était sur scène et a dit c'est le smartphone le plus fin que nous ayons produit. Ouais. Si ça avait été le plus fin du marché, il l'aurait dit immédiatement. Évidemment, il y en a les plus fins, il y a des expériences. Enfin, mais peu importe, celui-là est fait en alu. Non, c'est très réussi. Mais encore une fois, on est quand même dans une espèce de continuité d'histoire des codes du design d'Apple qui fait qu'on ne tombe pas de sa chaise. Ouais, et ce n'était pas le but. Oui. Stéphane, à Lyon, à Clubic, qu'est-ce que vous avez pensé de ce nouveau design? C'est plutôt dans la continuité, c'est plutôt une rupture? Vous avez aimé concrètement? Alors, justement, les avis sont assez partagés entre les gens qui regrettent le côté assez angulaire et assez tranchant auquel Apple nous a habitués depuis l'iPhone 4. Moi, personnellement, vu que j'étais déjà assez fan du design de l'iPod Touch du dernier, du 5G, j'attendais justement un iPhone qui avait plus ou moins ce design-là, et il n'est quand même pas aussi fin parce qu'il faut quand même loger plus de composants à l'intérieur, mais je suis assez fan de ce design. Ouais. Est-ce que pareil, c'est à la fois le petit côté un petit peu retour vers l'iPhone Edge qui
je ne sais pas s'il est voulu ou pas d'ailleurs. Plutôt vers le passé. Concrètement, est-ce que, notamment sur le gros modèle qu'est en train d'examiner Paul, est-ce que la prise en main est plus difficile avec cette finesse? Est-ce qu'en clair, les deux accessoires que tu nous as amenés, Cédric, à savoir ces deux, regardez, ces deux, je vais y arriver, ces deux coques de chez Apple, en cuir et en plastique, sont indispensables aujourd'hui pour l'habiller et le protéger, et surtout pour éviter qu'il ne glisse des mains? Moi, je trouve qu'il tient pas forcément. Enfin, il tient moins solidement dans la main qu'on pouvait tenir un 5 ou un 5S. C'était une brique, il n'y avait pas de problème. C'est ça, on avait vraiment, la main fait le tour. Là, sur le 6 Plus, moi, en descendant et en montant les escaliers tout à l'heure, je le tenais quand même solidement dans ma main parce que, en plus, c'est de l'alu, tu vois, ça glisse. Il n'y a rien qui t'accroche vraiment. Ça donne quoi avec, tu peux me mettre la housse? Allez, hop. Avec la housse, ça donne, évidemment, tu n'as plus la même finesse, tu ne vois plus l'aluminium. Mais tout à coup, tu respires, c'est-à-dire que tout à coup, tu peux sortir en société et dire mon téléphone ne va pas mourir. Pas ça. Non, mais tu perds l'intérêt de la vitre et des mouvements. Tu n'as plus ces petits glissements sur le côté. C'est dommage. Oui, bien sûr, mais il faut savoir faire des choix. Et mon choix va être plutôt d'essayer de conserver ce téléphone dans un état correct. D'autant que, je vous le rappelle, plus la vitre grandit, plus elle a des chances de casser. Plus elle est fragile. Tu en as pensé quoi, toi concrètement, Paul? Tu es assez partagé ou au contraire, tu es plutôt fan? Alors sur le petit modèle, moi j'aime beaucoup, mais on va encore me traiter de fanboy WebOS, mais ça me rappelle, parce que ce rendu de vitre qui se courbait sur le côté, ça rappelle tout le lui prêt. rappelle WebOS. Même tout à l'heure, tu m'as dit que tu étais d'accord avec moi, je suis d'accord. Et on a vraiment l'impression que l'écran est imprimé derrière la vitre, c'est très sympathique. C'est bon, quand il n'est pas allumé, j'ai l'impression de voir un factice, c'est l'habitude. Ce qui fait il vient juste d'arriver, là, après regardez, il y a marqué Hello dessus, on ne l'a même pas encore configuré. Ce qui ne fait pas l'unanimité, c'est ceci, je ne sais pas si tu peux le montrer Cédric, voilà, on va le montrer comme ça, c'est les fameuses bandes ici. Paul, tu peux rappeler en quelques mots à quoi elles servent? Alors ces bandes, en fait, c'est ce qui laisse passer les ondes. C'est indispensable sur un téléphone en aluminium, puisque l'aluminium ne laisse pas bien passer les ondes. Sur les MacBook, Apple a recours à un autre subterfuge, c'est la charnière qui laisse passer les ondes. Sur l'iPhone 6, il a fallu faire des bandes. Sur l'iPhone 5, la solution était un tout petit peu plus élégante, puisqu'on avait droit à des vitres, en céramique ou en verre, suivant la couleur. Et là, on se retrouve avec ces bandes qui sont, de l'avis de tout le monde, assez disgracieuses. Alors, ils ont fait des progrès par rapport à celui-ci, parce que c'était une maquette et les bandes étaient peintes et de manière, c'était vraiment très disgracieux. C'est plus discret, notamment sur le modèle blanc, j'ai l'impression, parce que la bande est alu. Mais bon, c'est vrai que je préférais de loin le design de celui-ci, c'est quand même beaucoup plus travaillé, beaucoup plus élégant, mais c'est une question personnelle. Et puis, les bandes, c'est aussi d'autres constructeurs qui s'y sont mis et qui ont peut-être avec plus de succès. HTC notamment, avec son M8 et même son One, avait réussi à caler des bandes très fines qui remplissent la même mission que celle de l'iPhone 6, mais elles sont plus discrètes. C'était un peu plus élégant. Mais enfin, après, c'est surtout, je trouve, sur le modèle doré, par exemple, que les bandes sont vraiment voyantes. C'est vrai que sur le blanc et sur le noir, ça se voit un petit peu moins. Mais c'est vrai que c'est surtout ces espèces de bandes qui font la bordure, qui sont vraiment bizarres. Enfin, ça fait pas très fini, en fait. Alors, il y a une grande nouvelle quand même, c'est les couleurs. On a l'impression que les couleurs sont les mêmes qu'avant, mais pas exactement. Moi, je trouve que le gris n'est pas exactement le même. Il est un peu plus clair. Voilà, le gris est un peu plus clair. Et la vraie grande nouvelle de cette nouvelle gamme, c'est que Gold is best. C'est que les modèles dorés ont un or plus prononcé, je trouve. Il y a vraiment une teinte de plus. C'est plus doré, c'est plus rouge, c'est plus rose. C'est pas ce petit or, c'est pas cet or blanc qu'on avait. Donc voilà, ça va plaire à mort en Asie, dans les Émirats, partout. Alors, ce choix technique, c'est pas grave, il risque rien. Non, ce que je veux dire, c'est terrifiant de tenir maintenant un iPhone 5 dans la main. C'est-à-dire que. Ben oui, c'est une brique. Non, c'est pas une brique, mais on a vraiment l'impression que c'est petit, même en lâchant le 6 Plus. Il est où le 6, voilà. Petit, Et puis le design, il n'y a rien à voir. C'est-à-dire que, mais par contre, qu'est-ce qu'on l'a solidement en main? C'est peut-être la chose qui va nous manquer. Et concrètement, ce choix des antennes, est-ce que c'est aussi pour éviter les mésaventures qu'a eu Apple il y a quelques années, Paul, autour de l'Antenna Gate? On peut penser que ces antennes ont été mises à cet endroit-là parce qu'il fallait éviter un nouvel Antenna Gate. Après, il y a une autre hypothèse aussi qui vient quand on regarde ces bandes, c'est que vu la finesse du téléphone, il était impossible à Apple de remettre des plaques de verre ou de céramique pour éviter ces bandes, c'était trop fin. Puis ça risquait d'alourdir aussi le téléphone. Donc il n'y avait pas le choix, il fallait mettre ces bandes et effectivement on pense que Apple a été vraiment un chat chaud d'écrin l'eau froide par l'Antenna Gate. Ok. Alors on sait qu'un opérateur, Cédric, Bouygues Telecom, pour ne pas le nommer, a beaucoup communiqué autour de l'arrivée d'une 4G+ en France, près de 300 mégabits en 4G. Apparemment, ce n'est pas le cas de l'iPhone, il serait limité à 150. Oui, absolument. Je réfléchis à haute voix parce qu'il se passe plein de trucs sur la 4G en ce moment.
il y a quand même un intérêt, c'est que, souvenez-vous, les modèles précédents, on disait, bon, tu t'achètes ton iPhone ici, tu l'achètes à New York, c'est pareil. Non, non, non. C'était pas les mêmes bandes. Il y avait plusieurs modèles différents d'iPhone 5, d'iPhone 5S, ce qui aboutissait parfois à des trucs bizarres quand tu arrivais dans un nouveau pays en disant mais comment ça tout le monde a de la 4G et pas moi, ou à l'inverse il y avait des choses de 3G+ que tu chopais plus. Là, si j'ai bien compris ce qu'on m'a dit ce matin, il n'y en a plus qu'un. D'accord. Et ça veut dire il y a je ne sais pas combien de bandes différentes de fréquences, une vingtaine. Tu vois, demande à Mais Google. c'est tout. Et c'est tout, ça le mérite d'être simple. Je ne sais pas ce qu'on fait là, on va boire un coup. Wikipédia. Ce qui te permet, tu sais que tu auras accès à toutes les bandes de fréquences, quel que soit le pays où tu vas. Je vous rappelle notre concours pour remporter 2 disques durs MyCloud de 2 Tera offerts par notre partenaire WD. Soyez attentifs, la réponse va vous être glissée durant l'émission. Et n'oubliez pas également, WD vous propose une réduction de moins 20% sur le wdstore.fr en tapant l'hashtag ORLM 20 ORLM 20. On parlait des antennes, on parlait des réseaux. Est-ce que vous avez eu l'occasion, est-ce que vous avez eu le temps, est-ce que vous avez eu des infos sur ceux qui ont eu la chance d'avoir l'iPhone avant nous depuis une semaine, puisque certains avaient ce qu'on appelle un NDA. Est-ce qu'on peut parler un petit peu du VO Wi-Fi ou du VO LTE? Est-ce qu'on a des infos de ce côté-là? La possibilité de téléphoner en Wi-Fi, la possibilité de téléphoner en 4G? C'est quelque chose qui est dans la norme LTE, dans la norme des réseaux 4G. Maintenant, il faut que les opérateurs les adoptent. Donc, il ne va pas y avoir un grand soir de la voix sur LTE. Et puis, honnêtement, ça ne change pas grand-chose. Ouais. Ce qui a changé, c'est le jour. Souviens-toi, il y a des gens qui étaient avant aux États-Unis en CDMA où tu ne pouvais pas avoir de la voix et du data en même temps, quel que soit le moyen utilisé. Non, moi, ce que j'attends le plus, c'est les appels qui passent par le Wi-Fi. Parce qu'évidemment, il y a des constructeurs de box ici qui te donnent des petites. Comment on appelle ça déjà ? Des solutions pour téléphoner en Wi-Fi, oui, je veux très bien. Du Femtocell, voilà. Femtocell, voilà, pour étendre le réseau mobile à l'intérieur de ton habitation, de ton bureau par exemple. Non, ce qui est pas mal, c'est quand même juste que le téléphone dise, bon, le réseau mobile, je le vois, mais c'est pas terrible. En revanche, j'ai un très bon réseau Wi-Fi, je vais passer de l'un à l'autre de manière transparente. Ça, c'est vachement intéressant, mais il faut que les opérateurs l'acceptent. Oui, et puis il faut attendre aussi peut-être que du côté du Mac, ça suive, que Yosemite arrive, parce que c'est une fonction propre à Yosemite. Yosemite, c'est pas tout à fait ça. Yosemite va te permettre d'avoir ce qu'on appelle la continuité. La continuité. Voilà. Et donc de passer les appels qui arrivent sur ton iPhone de ton Mac. Mais ça sera par le Wi-Fi. Et ça sera par Wi-Fi et le Bluetooth. Les deux. Du coup, de ton côté, Stéphane, on sait que les opérateurs auront le mot à dire pour autoriser Apple à concrètement pouvoir téléphoner via leur réseau ou via le Wi-Fi sans passer par leur abonnement téléphonique. Oui, c'est ça, ouais. Je pense que. C'est un peu ce qu'on nous disait la semaine dernière, Monsieur X, en clair. C'est un peu le genre de fonctionnalités qui sont toujours intéressantes sur le papier, mais quand est-ce qu'on va les avoir en France? Ça reste un peu la question. Ouais. Bien, revenons un moment sur le design. Une chose moi qui m'a frappé lorsque j'ai vu cet iPhone, tu nous l'as apporté Cédric tout à l'heure pour la première fois, c'est évidemment un point commun également avec l'iPod Touch. C'était le petit objectif qui sort derrière la tranche de l'appareil. Relief à l'arrière de l'appareil. Donc il est tellement fin qu'effectivement ils n'ont pas pu loger l'objectif et le laisser insérer. Donc ça on l'avait déjà vu sur les iPods il y a 2 ans, donc ils ont déjà pas mal expérimenté le procédé. Est-ce que c'est gênant? On a vu pas mal de vidéos sur le web, Cédric, tu es en train de le faire. Je suis en train de regarder, c'est bancal. Voilà, si c'est bancal du ou coup, pas. Tu le mets à plat sur une table. Vas-y, refais-le pour voir, vas-y, est-ce que c'est bancal? Juste au son, hein. Ouais. C'est bancal. Mais est-ce que ça n'a pas été fait exprès pour qu'on puisse l'avoir en main vu qu'il est tout fin quand tu le poses sur une table? Je crois que Johnny a du génie, mais à ce point-là, je ne pense pas. Je demande. Ça s'appelle. Non. Quand la vie ne te donne que des citrons, fais de la limonade. C'est pas une erreur de conception. Encore une fois, c'est un choix délibéré. L'iPod était comme ça. C'est une contrainte de conception. S'ils avaient pu faire l'appareil photo, tu vois, vraiment flush au niveau du boîtier, ils l'auraient fait bien évidemment. C'est pas par plaisir qu'ils l'ont fait, c'est pas pour se démarquer, c'est parce que voilà, le composant photo leur a pas permis de le faire. C'est peut-être aussi pour ça que la photo a pas énormément évolué. Ce qui est amusant, c'est que dans les vidéos d'Apple et certaines photos de profil, ils ont tendance à effacer l'objectif chez Apple. Mais sur les sites. Mais c'est pas grave. T'en as pensé quoi, toi, de cet embonpoint, Stéphane? Est-ce que tu as trouvé ça choquant? Et puis, il y a quelques questions Twitter que j'ai listées avant le début de cette émission de gens qui nous suivent via l'hashtag ORLM, de savoir s'il y avait un risque de bris, tout simplement, à partir du moment où il serait moins protégé dans sa coque. Franchement, je m'attendais à pire de la manière dont dépasse l'appareil. Après, effectivement, c'est pas stable, donc c'est un petit peu bizarre. Je suis pas spécialement fan. C'est très impressionnant, évidemment, toujours de chercher la finesse maximale. Je pense pas qu'un millimètre ou deux en plus de la coque aurait vraiment été
aurait vraiment été choquant. Donc, bon, finalement, c'est pas si grave que ça. Maintenant, c'est vrai que il n'y a peut-être pas urgence à affiner encore la coque de l'iPhone. Cédric, tu remplaces Fanny ce soir pour les questions Pas Twitter. très avantageusement, je suis désolé, mais Ouais. je vais au moins poser les questions. Il y a une question qui revient, mais ils vont garder un iPhone mini dans la gamme? Oui, bien sûr, le 5S reste. Le 5C aussi. Ça reste, baisse en plus. Uniquement en version 8 Go, donc quand même, Ouais. n'essayez pas de faire votre mise à jour iOS 8 ça. over the air. Il y avait une question qu'on avait plutôt réservée pour la fin de l'émission. On peut se la poser question on peut se la poser maintenant en préparant cette émission avec Paul. C'est est-ce que vous ne pensez pas qu'il manque finalement dans cette gamme? On a vu le très grand, hein, il est là, le 6 Plus. On a vu l'intermédiaire, la maquette, la voici, hein, les coordonnées en noir. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu la place d'un modèle arrondi comme celui-ci, ultra fin, mais en 4 pouces? Messieurs, votre avis? Si, moi j'aurais beaucoup aimé. Si, mais t'imagines J'aurais adoré. T'imagines déjà la violence qu'il a fallu se faire chez Apple pour sortir 2 modèles Déjà, en même oui. temps. Ouais. Tu te rends compte Moi, je serais pas étonné qu'ils le sortent ultérieurement. qu'il fasse genre, quelque chose entre ils vont 4.7 déplacer, et 5.5? Un 4 pouces Un avec 4 ce pouces, design. Un avec 4 la pouces avec finesse. design, pardon, oui, Avec bien la sûr. finesse de... qui Ah, ressort. Enfin, C'est difficile, hein? Avoir C'est une difficile unité, de- quoi. T'imagines ce que ça C'est voudrait difficile dire de après rendre ça qu'ils se très condamneraient, fin, par hein. exemple, est-ce que le prochain modèle sorte en 3 tailles? Enfin, C'est très difficile de Quel rendre ça plus enfer. fin, franchement. Je ne sais pas si on peut oui, parvenir. ça va être très difficile de Compliqué, on l'a vu là-dessus. avec. Ils ont un peu arrondi avec le 5C que j'ai là. J'essaie de ne pas trop l'abîmer. Ah, c'est trop Oh, tard. c'est incassable, Donc, le 5C, ouais, c'est il a ça. arrondi un petit peu le Premier 5C. attrait. Oui, c'est vrai. Il rebondit quand il tombe. Non, exactement. Mais voilà, mais bon, ça me semble assez difficile de faire un. Non, Hein honnêtement, moi je me suis promené avec les deux là toute la journée au milieu des bureaux de TF1, etc. Et je les ai mis dans les mains de plein de gens. Pardon? Vous avez vu, j'ai le 6 Plus. Et le Non, 6 non, mais aussi. parce qu'il fallait que j'aille changer la SIM. Enfin, tu vois, j'avais Oui, bien c'est des soucis, terrible. quoi. Ouais. Et, ce qu'on appelle et donc, il y a des plein de Reich. possesseurs de 5, de 5S qui m'ont dit attends, fais voir. Et ils sont tous contents de ce format-là, il n'y a pas de souci. Ils trouvent ça plutôt bien. J'ai plein de possesseurs d'Android qui l'ont pris en main en disant ah ouais, ok, ça me rappelle des choses que je connais déjà, évidemment, en termes de parle. taille. Non, mais ça me parle, 4 pouces 7, ça parle. Celui-là, après, le 5 pouces 5, le 6 Plus, c'est vraiment une affaire de goût. Curieusement, moi je m'attendais à ce qu'il n'y ait que des mecs qui disent ah ouais, ça c'est un vrai téléphone On d'homme. va y revenir sur lequel modèle choisir. Alors, mais- on n'avait pas le droit d'en parler maintenant. Mais non. L'appareil photo, concrètement, tu as eu le temps de le regarder. On sait qu'il n'y a pas énormément d'innovation hein, dans Bah, ce c'est-à-dire modèle évidemment, d'avancée. on sait que le mégapixel n'est pas tout, mais quand même. Il y avait quoi, on c'est va plutôt dire du que- côté du stabilisateur d'image, c'est ça? Alors stabilisateur d'image, attention, uniquement sur le 6 Plus. Sur le 6 Plus. Uniquement, il y a un stabilisateur d'image logiciel sur le 6, Comme avant. comme avant. Il y a que sur le 6 Plus qu'il y a ce stabilisateur optique qui sert pour la photo, mais qui sert surtout pour la vidéo. Moi, c'est pour ça qu'il m'intéresse, c'est aussi pour ça que je prends plutôt celui-là, qui va permettre, de faire des photos de Tu meilleure as déjà qualité. répondu à la question de la fin de l'émission, donc ça y est, tu switches. Quel... Tu prends que celui-là. Tu viens de reviens dire. Ah, c'était ça la Cédric question de la fin de revient, l'émission. c'est le scoop de l'émission. Ouais, j'ai été forcé de faire une nano SIM pour l'essayer. Donc maintenant, j'ai un adaptateur nano SIM micro SIM. Attention. On verra la semaine. Soyez au rendez-vous la semaine prochaine J'ai pour trois savoir dans mon Cédric, sac que je si Cédric a switché je ou pas. n'hésiterai pas à m'en servir. Je viendrai, c'est comme avec une ceinture d'explosifs. Mais non, le stabilisateur, ça c'est une bonne nouvelle. Mais là aussi, c'est quand même une remise à niveau qu'il fallait attendre. La vraie nouveauté en termes de photos, je ne sais plus comment Apple appelle ça, c'est ce qu'on appelle dans le monde de la photo le face detection. C'est-à-dire des capteurs qui sont intégrés au capteur et qui vont permettre sur le même pixel de comparer deux images et donc de faire de la mise au point extrêmement rapide, que ce soit pour la photo ou la vidéo en temps réel. Ça, c'est des choses qui existent. Alors, qui est Gabriel? Non, c'était pour vous, ça. Mais au revoir. Pour faire de la mise au point très rapide, que ce soit pour la photo ou la vidéo, c'est des choses qui existaient sur les réflexes. Moi, le Canon 70D que j'ai acheté il y a un an pour faire des images de plein écran, on l'a acheté à cause de ça, parce que ça faisait de la détection de phase et donc une espèce de mise au point qui est à la fois très rapide, mais en plus assez naturelle quand tu regardes le plan. C'est pas la mise au point qui pompe. Eh bien si, moi j'ai vu des démos de vidéos prises avec ça. Avec la profondeur de champ. Ah ouais, avec une vraie... Ah non, ça dépend de l'optique, bien sûr. Mais par contre, si tu veux, je mets ma main, je retire ma main, je mets ma main, la netteté se fait extrêmement rapidement et sans que ça te viole l'œil, j'ai envie de dire. Alors Stéphane, est-ce que ça t'a violé quelque chose de ton côté? Ça ne m'a rien Cet violé. appareil photo par rapport à l'état de l'art d'Android et de Windows, si on peut comparer. Dommage, pour le Qu'est-ce prix, que ça tu en as devrait. pensé? On n'a pas encore eu le temps de vraiment tester. Il est la arrivé cet partie après-midi à photo. la rédaction. hein. En revanche, j'ai déjà vu, parmi les tests qui ont déjà été postés, notamment sur les sites américains, et notamment sur cette histoire de détection de phase, c'est quand même assez impressionnant. Effectivement, il y a eu des démos justement de vidéos où la mise au point se fait vraiment de manière continue et assez fluide. C'est assez impressionnant. Mais ouais, effectivement. Après, l'iPhone a toujours été plus ou moins
plus ou moins, enfin pratiquement seul en tête en matière de photo. Enfin, c'est vraiment un des meilleurs. Et, à ce niveau-là, et je pense que apparemment il n'y a pas énormément d'évolution, mais je pense pas qu'on va régresser au moins. Ouais. Parlons maintenant de l'écran, hein. C'est la principale avancée visible et technologique de ces appareils, hein. 4,7 pouces, 5,5 pour le 6 Plus. Qu'est-ce que vous en avez pensé déjà? On avait eu déjà des retours des journalistes qui avaient eu la chance, c'est le moins qu'on puisse dire, de le tester après la keynote, enfin de l'avoir en main. C'était sans doute des pré-séries, puisqu'apparemment l'écran était d'une excessive qualité. Ils disaient même qu'ils avaient l'impression que c'était une photo qui était collée derrière la vitre. Qu'est-ce que tu en as pensé, Cédric, de l'écran et de la qualité de l'écran? Ça frappe hein, dès la première fois. Alors c'est vrai qu'il y a la taille qui fait que, wow, tu as quand même un mètre carré d'écran devant toi. Non mais il aurait été intéressant de reprendre une des vraies premières générations d'iPhone, voir la 3GS. déjà. Hein, mais je pense que tu les mets côte à côte, tu as au moins deux écrans et demi de 3GS. Déjà, tu peux poser un 5S au milieu de l'écran du 5 Plus. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que voilà. Déjà une idée, ouais. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de mieux quoi? Regarde, ça tient. Ouais. Et puis après, il y a la qualité de l'image qui est très très belle. J'ai pas encore réussi à la prendre en défaut, même si je sais qu'elle est moins bien en termes de résolution pure que ce que j'avais dans la poche juste avant, c'est-à-dire un Quad HD, le LG G3. Mais voilà, on n'est pas. Apple a rattrapé son retard ou pas concrètement par rapport à l'univers Android? On sait que l'univers Android, il y a Samsung qui n'est pas partisan de l'AMOLED, c'est pas le cas chez Apple et toi, tu étais plutôt partisan de l'AMOLED jusqu'à maintenant. Moi, je suis assez fan de l'AMOLED, oui, bien sûr. Hein surtout les dernières générations, où là, les quelques défauts des premières générations d'AMOLED n'existent plus. En termes de rendu, on est assez proche de ce que fait Samsung concrètement? Alors, c'est une question de goût. Sur un Samsung, il faut que tu règles un peu ton écran si tu as envie qu'il soit seulement fidèle et pas juste agréable à regarder. La promesse d'Apple, c'est plus la fidélité. C'est le champ de couleurs sRGB, c'est la fidélité en photo, etc. Donc c'est, j'ai envie de dire autre chose, mais c'est extrêmement respectable. Maintenant, il y a la qualité des images. Moi, j'ai regardé des photos, des vidéos, etc. C'est très beau, il n'y a rien à faire. C'est très lisible, c'est très visible sur les côtés. Il y a vraiment, là aussi, ça a été amélioré. En vive lumière au soleil, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien ? On va dire que c'est pareil, peut-être un petit peu mieux, mais c'est une perception assez subjective. Voilà, mais c'est vrai que dans la qualité d'image est très très belle. Stéphane, Cédric en parlait à l'instant. Dans le monde Android, il parlait de son LG G3 notamment, hein, qui a vraiment une très haute résolution en QHD de mémoire, hein, 2560 par 1440 pixels. Là, on est en Full HD sur l'iPhone. On va dire c'est 4 millions de pixels à l'écran quasiment, quand là c'est 2. Est-ce que toi, tu as vraiment senti une différence? Est-ce que vraiment les résolutions très hautes QHD apportent vraiment une valeur ajoutée ou ça reste du marketing concrètement? En pratique, pas vraiment. Enfin, effectivement, il y a une petite différence. Quand j'avais testé le LG G3, en le comparant notamment au Galaxy Note 3 qui était encore en Full HD, il y a une différence, mais elle n'est pas vraiment notable. Moi, je pense qu'à partir du Full HD, sur un écran de 5,5 pouces, ça me paraît largement suffisant. Après, si on était encore sur des diagonales supérieures, ce qu'on voit déjà maintenant des smartphones, des phablettes en 5,7 voire 6 pouces, là peut-être que le QHD a un avantage sur un 5,5 pouces. Enfin, pour ce que j'en ai vu sur l'iPhone 5 Plus, ça m'a paru tout à fait. Il n'y a pas de différence notable entre le 6 et le 6 Plus en termes de qualité, Cédric ou Stéphane? De résolution? Ouais, de qualité de résolution, si, tu as vraiment HD Ready d'un côté, Full HD de l'autre. En termes de qualité, non. Non, ça saute pas aux yeux. Alors, parlons justement de l'écran du 6 Plus. Est-ce que tu l'as trouvé trop grand, hein? Ça, c'est la question que tout le monde nous pose. Ouais, la taille et puis l'écran, parce que c'est lié. Non, parce que et au-delà, je crois qu'il y a une fonction qui permet, Cédric, d'atteindre le sommet de l'écran. Ça, c'est un truc de fou. Donc, c'est une fonction qui permet d'atteindre le sommet de l'écran. Et oui, parce qu'évidemment, d'une main. C'est-à-dire qu'Apple n'a pas renoncé à sa philosophie. On utilise le téléphone d'une main. Ouais, souvenez-vous de la fameuse vidéo d'Apple où on vous montrait qu'avec le pouce, 4 pouces, c'est mieux parce qu'au moins tu peux toucher tout l'écran. Donc avoir un écran plus grand n'a pas de sens. Souvenez-vous, je ricanais à ce moment-là en disant mais c'est pas possible, il recule pour mieux sauter un jour, mais c'est juste le ridicule au passage. Alors le truc, c'est qu'ils se sont dit, bon, c'est vrai, il y a des gens, quand on tient son téléphone comme ça, du haut du pouce, on va pas aller chercher la première ligne d'icône, par exemple. Avec une main, c'est juste impossible. Si, on peut bouger son pouce, enfin on peut se débrouiller. Donc ils ont trouvé une solution, tu double-cliques sur le Touch ID et ça fait descendre l'écran. Alors là, c'est très joli parce qu'on a laissé
Voilà, off. Voilà. On, Donc enfin, tu as, on, les icônes qui descendent. Mais ça, c'est que Absolument. pour le Springboard, c'est-à-dire que pour la grille d'applications, ça marche aussi pour les Et applications. non, ça marche aussi pour Safari. Donc, Ah, vas-y, par montre-nous exemple, pour on va Safari. aller chercher Yahoo grâce à la 4G. Ça va prendre un tout petit peu de temps, mais vous allez comprendre tout de suite. Si je veux cliquer dans la barre d'adresse, c'est un peu compliqué d'aller la chercher. Je double-clique. Voilà, et ça descend. Et là, il y a quand même un truc surprenant en termes d'interface, c'est que tout à coup, la moitié de mon écran est noire. Il n'y a rien dessus. Ah, Je ne sais pas élégant. pourquoi ce qui les a menés à faire ce choix-là. Ils auraient pu mettre n'importe quoi, soit un fond d'écran flou, soit des notifications, À la iOS 7, soit... quoi, hein. Pardon ? À la iOS 7. Oui, hein. c'est ça. Donc, c'est bien fait. Mais il y a des gens à qui je pense que c'est quelque chose. Je pense que c'est une fonction que je vais oublier en 2 jours. D'accord. Il n'y a Bon, pas écoute, beaucoup d'intérêt. euh, Nous sommes tous dotés de 2 mains. le mode paysage, ça se rapproche assez du fonctionnement d'un iPad, hein. Oui, c'est un petit iPad. Je vais mettre mail et je vais vérifier que vous avez le droit de regarder les mails que j'ai. Oui. Ça va, il n'y a rien de Ça secret. va, Il n'y a que des mails d'Olivier Frigara. Voilà. Tu es où? On Quelle heure passe- est-il? Tu es en retard? On passe du vertical à l'horizontal et sur le côté, on a les sujets et ici, on a Ouais. les mails qu'on fait défiler. C'est exactement comme sur un iPad. Il y a quand Voilà. même un truc, c'est que la barre des menus, la barre de l'heure, du réseau, tout ça, elle disparaît en paysage. Ce qui prouve quand même qu'il y a un petit, Il encore gagne une un petit optimisation possible. Quoi. Mmh. On Stéphane, voit plus l'heure en paysage. Ta réaction, les choix techniques opérés par Apple t'ont convaincu pour cette tablette qui se rapproche, hein, on le voit en mode paysage vraiment d'une tablette Ouais, d'Apple. je trouve ça intéressant dans l'ensemble, notamment ce qu'on a vu, les applications en mode paysage, et aussi dans Safari. Quand on passe Safari en mode paysage, les onglets s'affichent comme sur un iPad, c'est-à-dire qu'on a vraiment une rangée d'onglets comme on aurait sur une tablette. Le mode, justement, ce fameux mode pour atteindre le haut de l'écran, c'est quelque chose que Samsung avait déjà tenté sur le Galaxy Note 3, mais c'était beaucoup plus bizarre en fait. Ça réduisait l'ensemble de la fenêtre. Et c'était assez saccadé, le geste marchait pas tout le temps, enfin c'était pas terrible. Là ils ont réussi à l'implémenter à peu près correctement. Après ça reste un petit peu, par rapport à ce qu'ils avaient dit précédemment, c'est un petit goût d'aveu d'échec, quoi. C'est-à-dire que finalement ce téléphone, on peut l'utiliser d'une main, mais il faut quand même passer par un mode spécial. Mais dans l'ensemble, moi je trouve ça assez pertinent ce qu'ils ont fait, notamment aussi le fait qu'on puisse utiliser même le Springboard, on peut l'afficher en mode paysage, qu'on ne pouvait pas faire jusqu'à maintenant sur un iPhone. Et le seul bémol que j'aurais, enfin juste pour ce que j'en ai essayé, c'est le clavier. Quand on passe en mode paysage, on a un mode spécial qui ajoute des touches, notamment pour le copier-coller. Ouais. Et je trouve du coup que les touches de saisie, enfin les lettres, sont un petit peu trop centrées et nécessitent un petit peu trop d'étirer les pouces pour les atteindre, notamment celle du milieu. Mais dans l'ensemble, je trouvais ça pour ce que j'en ai testé pour l'instant, j'ai trouvé ça assez. Pour un premier jet, je pense qu'il y aura des ajustements plus tard, mais pour un premier jet, je pense que c'est plutôt bien pensé. Alors dernier point, Paul, pour conclure sur l'affichage, les modes d'affichage et l'écran. On revient encore sur une question qui revient et est récurrente qu'on nous pose sur Twitter. Quid des applications? Est-ce que les applications s'affichent nativement sur ce type d'écran sur l'iPhone 6 Plus ou il faut les redévelopper? Alors, grâce à une petite astuce de mise à l'échelle et de tout ce qui se passe par rapport en fait, Apple a cette fois-ci non pas seulement agrandi son écran vers le haut mais aussi en largeur. Donc les applications peuvent s'adapter en fait. Elles s'étirent des 4 côtés. Le problème c'est que du coup, notamment la barre, ce que j'appelle la barre des menus, apparaît très grosse et le clavier est énormissime sur les applications qui ne sont pas encore optimisées et c'est pour le moment pas prêt, mais ça peut faire de très jolies choses, notamment sur le 6 Plus dès que les développeurs se seront penchés dessus. Donc pas besoin de redévelopper, mais c'est conseillé de redévelopper. D'accord, donc pour avoir véritablement optimisé l'affichage, il faudra redévelopper. Je vous rappelle brièvement notre concours avec notre partenaire WD pour emporter un disque dur MyCloud d'une capacité de 2 Tera en répondant à la question qui vous sera posée à la fin de l'émission. Soyez attentifs, 2 disques durs sont à remporter. N'oubliez pas également notre bon plan cette semaine en tapant le code ORLM20 pour avoir 20% de réduction sur le site wstore.fr et également les frais de port sont offerts, profitez-en. Alors cet écran, on en a énormément parlé de cet écran d'iPhone 6 et notamment il y avait une rumeur qui était quasiment acquise par tous les médias de la planète. Cet écran allait être en cristal de saphir, allait être en saphir synthétique. Et là, rien du tout. Mais non, mais ça venait des rumeurs, enfin pas des rumeurs, ça venait du fait qu'on savait qu'Apple avait investi dans des lignes de production d'écran en cristal de saphir.
synthétique. 578 millions de dollars auprès de GT Advanced, qui est le fabricant. Et donc on a dit, voilà, ça y est, parce qu'il y a déjà des téléphones qui l'ont fait. Il y en a chez Vertu, je crois qu'il y en a ailleurs. Donc ils se sont dit, évidemment, voilà, on est sur un téléphone haut de gamme, c'est logique de faire une vitre haut de gamme. Et en fait, non, c'était pour la montre. C'était réservé pour la montre. Jusqu'à plus ample, informé. Pour les deux plus belles éditions de la montre. C'est-à-dire que la Watch Sport, elle a un écran en verre Ion X, comme l'iPhone 6. Ouais. Attention, donc c'est vraiment très très Mais celle-là, réduit. 349 n'aura pas un écran en saphir. Surtout qu'entre-temps, il y avait un excellent article que j'ai lu sur Times hier ou avant-hier qui expliquait qu'en fait, en plus, il y avait des contraintes et des limites de cette technologie en matière de saphir et non pas satyre synthétique. Du cristal de satyre, c'est très rare. joli. Ça se raye moins, mais ça casse plus. Déjà, ce qui est quand même un peu embêtant, ça prend 100 fois plus d'énergie, je crois, à être construit. Ce qui est quand même énormissime, surtout pour une marque un peu green comme Apple. Et puis surtout, c'est pas encore prêt pour des écrans de la taille de celui du 6 Plus en plus. Et ça coûte un bras, et c'est très lourd, et ça bouffe la luminosité alors qu'on veut faire des alors les rétroéclairages, apparemment, Stéphane, je sais pas si tu en as eu en main déjà des téléphones avec du cristal de saphir ou de saphir synthétique. Apparemment, le rétroéclairage est moins bon, ils font donc pousser la luminosité, et donc finalement, ça aurait peut-être un impact sur l'autonomie, donc forcément pour un téléphone, c'est pas top. J'en ai pas eu en main personnellement, donc à ma connaissance des smartphones avec un écran en cristal de saphir. Et j'ai pas non plus encore passé de clé sur l'écran de l'iPhone 6 et de l'iPhone 6 Plus. Allez, on va essayer. Non, on va pas le faire tout de suite. Jamais. J'ai dit, c'est le blémir. Je vais le transformer en Paul Ronny. Jamais. Ce genre de choses, on attend à toute fin des tests pour les faire en général. C'est ça. Avant de les rendre, c'est ça que tu veux dire? On attend l'email d'Apple qui te dit, vous pouvez nous rendre le téléphone? Oui, bien sûr. Pas que ça se raye. C'est pas terrible en fait, ça se raye. Bien, parlons de la capacité de stockage. Tu voulais dire quelque chose? Juste avant qu'on finisse, parce que Apple a fait grand cas dans sa vidéo de démonstration qu'on montre là de l'écran, des pixels qu'il appelait les Dual Domain Pixels, en présentant ça comme une nouveauté absolument géniale. Juste pour leur rappeler que HTC l'a fait avant. Et que effectivement c'est très bien, mais que c'est pas les premiers. Pour un fanboy, t'es casse-pied quand même. Hein. On a vu qu'il s'est durci depuis qu'il est avec nous. Il est moins. C'est ça, il s'émancipe. Tu l'as pas dit, mais effectivement ça donne un rendu assez sympathique, mais c'est pas les premiers. Voilà. Bon. C'est très utile. Parlons de la capacité de stockage. Pour la première fois, Apple ne propose plus d'iPhone en 32 Go. C'est certainement peut-être l'une des capacités les plus populaires. La gamme commence tout juste à 16 Go dorénavant. Et pour 100 € de plus, on est à 64 Go. Est-ce que c'est une manière, quelque part, de forcer la main au consommateur, de prendre plutôt un 64 Go plutôt qu'un 32? Pourquoi pas faire un 32? Enfin, je ne comprends pas. Votre avis? Non, mais c'est pas ça. Là aussi, Apple déteste multiplier les références à son catalogue. Pourtant, il savait qu'il fallait qu'ils aient un modèle à 128 Go parce qu'il y a des gens qui se trouvaient à l'étroit dans 64. La gamme, c'est ça que tu veux dire. Je vous rappelle qu'il n'y a pas d'emplacement pour une carte SD sur ce téléphone. Ça, a priori. C'est dommage parce que maintenant, il y a des SD, voire des micro SD à 512 Go. T'es casse-pied à dire d'Android, hein. Ah oui, c'est ça, je suis casse-pied d'être allé m'informer ailleurs, c'est sûr. Capacité de stockage. Je pense d'ailleurs, pour la petite histoire, on va se la raconter quand même, depuis 3 ans, 4 ans, à chaque fois que vous avez vu toutes les conférences de presse Samsung, les Unpacked où ils lancent un nouveau smartphone, à chaque fois quand vous sortez, alors parce qu'il y a la presse mais aussi les partenaires, les opérateurs, on vous donne peut-être un dossier de presse et puis une petite enveloppe, un petit cadeau, un petit machin. Même pas une petite enveloppe au sens de l'enveloppe, mais non, malheureusement. Tu confonds avec mon pays. Non, mais juste dans un petit carton. Ouais. Et c'est un cadeau. Et à chaque fois, le cadeau, c'est quoi? C'est une micro SD 64 Go. Alors la première fois, tu te dis, ils ont mis le dossier de presse dessus. Non, il n'y a rien. C'est juste pour la mettre dans le téléphone le jour où tu l'auras. Donc on a tous des collections de micro SD 64 Go, ce qui est très bien. Mais je pense que c'est aussi un message envoyé en disant, voyez, nous on vous la donne parce qu'on va vous donner l'occasion de vous en servir. Et surtout, histoire de dire que la mémoire aujourd'hui, ça coûte quasiment plus rien et que c'est vrai qu'Apple continue, même s'ils ont baissé leur prix, la facture assez chère. Et il faut dire quelque chose aussi sur les slots SD, pour être un tout petit peu honnête, tu le sais très bien en tant qu'utilisateur Android, si tu décides de mettre tes applications sur ta carte SD, elles deviennent lentes comme la mort. Oui, en fait, Non, ça s'est arrangé, ça. C'était vrai, ça s'est largement arrangé. Non, au début, le système gérait vraiment la mémoire interne et la mémoire SD de manière très différente. Il fallait des hacks pour arriver à passer de l'un à l'autre. Maintenant, c'est terminé, c'est à peu près. Android a fait des progrès. Android a fait quand même de très nets progrès ces 3-4 dernières années. Par contre, ce qui est plus surprenant, c'est qu'à l'entrée de gamme, sur le 5C notamment, on se retrouve avec 8 Go. Si vous êtes amusé à faire la mise à jour d'iOS 8 cette semaine, bon courage. Encore plus beau, c'est quand même que l'iPhone 5C 8 Go vous est vendu avec 4,9 Go d'espace disponible. Merci beaucoup. Donc c'est un iPhone de 5 Go. Et en plus, la mise à jour vers iOS 8 pèse 4,7 Go. Donc bonne chance à tous ceux qui veulent la faire over the air. Voilà, donc autant il vaut mieux la faire à partir d'un Mac, d'un PC via iTunes, sinon vous allez avoir du mal à installer la nouvelle version d'iOS.
Parlons un instant de l'autonomie. C'est le maillon faible de l'iPhone depuis des générations maintenant. Il a du mal à tenir plus de la journée, vous le savez. Alors, il y a des astuces, on baisse la luminosité, c'est le grand truc de Monsieur X qui est absent ce soir. Retirer le Wi-Fi, le Bluetooth, il faut tout la 4G, éteindre. Et tout éteindre. Est-ce que, alors on manquait un peu de recul évidemment pour savoir véritablement, il faut être honnête, si cet écran va tenir plus longtemps en termes d'autonomie, cet écran, ce téléphone. Mais bon, sur le net, il y a pas mal déjà de choses qui sont sorties. Qu'est-ce que tu as lu, Cédric? Un confrère américain qui l'a eu pendant une semaine en a pris 2, le 6 et le 6 Plus, et il est parti en famille à Disneyland pour 2 jours pour voir ce que ça donnait. Le 6 a tenu largement toute la journée sans aucun problème, enfin vraiment du lever au coucher sans aller chercher un chargeur, paraît-il. On ne connaît pas exactement l'usage, c'est pas un benchmark. Il est dans sa poche. Non. Et en revanche, il dit beaucoup, le 6 Plus lui a permis de l'avoir dans sa poche pendant 2 jours, de l'utiliser, de prendre toutes ses photos, de regarder ses trucs, de faire ses mails, etc. sans le recharger. 2 jours avec un iPhone sans voir un chargeur. Surtout vu la taille de l'écran. Bah oui, moi c'est aussi pour ça que ce modèle m'intéresse, c'est parce que avec cette taille-là, on peut mettre une plus grande batterie. Et moi honnêtement, à chaque fois que tu vas dans une conférence, je la raconte tout le temps, cette histoire. Et passé 14h30, tu vois tout le monde avec un iPhone dans une main, un chargeur dans l'autre, comme si c'était l'heure à laquelle les grands fauves allaient boire. Non, ça c'est intenable. Ouais. Donc 2915 mAh, ce qu'il y a sur le 6 Plus, donc c'est beaucoup plus que les 1810 du petit modèle, le 6. Et les 1570 du 5S. Ouais, donc on voit vraiment qu'il y a effectivement la taille permet de mettre des batteries plus puissantes. De ton côté, Stéphane, qu'est-ce que tu en penses? On devrait enfin tenir la journée sur le 6 Plus, ça semble à peu près acquis. Sur le 6, ça devrait rester grosso modo dans les eaux du 5S. Hein. Ouais, c'est à peu près ça, enfin, ce qui en ressort pour l'instant. Ce qui est un petit peu dommage sur les iPhones, c'est que, enfin, avec la taille, au moins s'il y avait moins des batteries de la taille de ce qu'on trouve actuellement même sur des smartphones comme, je pense au G2 notamment, qui n'était pas pourtant de LG, qui n'était pas une faiblette, et pourtant il y avait quand même une batterie de 3000 mAh, il me semble, et qui tenait quand même beaucoup C'est-à-dire qu'il aurait été, selon toi, possible sur l'iPhone 6 de mettre une batterie aussi puissante que le 6 Plus, comme ça existe dans le monde Android, par exemple sur le S5 de Samsung. Je pense que peut-être pour le 6, il y aura peut-être eu moyen de faire encore un petit peu mieux que ça. Ouais. Mais ce qui manque surtout sur iOS encore, c'est un mode un petit peu un mode d'économie d'énergie tel qu'on trouve notamment chez Sony ouvrons le catalogue des choses qui manquent. Hein. Mais il y a un nouveau mode. Je l'ai vu passer sur un 4S mis à jour sur iOS 8 ce matin. Il y a un mode en nuance de gris pour l'écran, ce qui est censé économiser la batterie. Donc ça rappelle un peu le Power Saving Mode d'Android, Cédric, de Samsung. Je le cherche où il l'espèce d'ultra low power mode. Mais ça, c'est l'ultra power, ça coûte tout quoi. C'est vraiment épatant ce système. Ouais. Ah, c'est super. C'est-à-dire qu'on te dit, il te reste 10% de batterie, tu vas tenir 12 heures. Et ça passe en noir et blanc. Ça passe en noir et blanc. Il n'y a plus de Bluetooth, il n'y a plus de Wi-Fi, GPS, on éteint, etc. Ouais. Mais d'un coup, tu peux téléphoner, tu peux envoyer, recevoir des SMS sans problème. Donc là, apparemment, Apple s'en serait inspiré pour la mise à jour d'iOS 8, donc c'est pas réservé à l'iPhone 6. Sans aller jusqu'à ces extrêmes-là, il y a ce que fait Sony qui est pas mal. Sony a le mode Stamina qui coupe en fait les communications au réseau de certaines applis en tâche de fond quand l'écran est éteint. Enfin, il y a pas mal de petites choses comme ça qui pourraient un petit peu arranger aussi la batterie sans avoir à passer par des modes extrêmes comme celui de Samsung. Qui est vraiment celui de Samsung est vraiment fait pour tenir les 10 derniers pourcents sans être complètement coupé du monde. Ouais. Bon, Apple suit le chemin, mais encore en retard sur ce point-là. Pour la recharge, quel est le choix de c'est comme d'habitude. D'Apple. Est-ce que c'est de la batterie? Est-ce que c'est du chargeur d'iPad ou du chargeur de... Non, ça reste un chargeur d'iPhone avec les earbuds habituels et un câble Lightning habituel. Non, de ce côté-là, rien n'a changé. Alors, avant de parler des déceptions, tu voulais lister des déceptions, on va les... Ça y est, on a trouvé... c'est dans l'accessibilité, les nuances de gris. C'est pas du power management, c'est vraiment juste... C'est vendu comme du power management. Je vois tout en noir et blanc. Vas-y, montre-nous les deux. Effectivement, c'est une fonction normalement d'accessibilité. Mais... Et oui, pour les gens qui ont des problèmes de vue des couleurs, tu peux passer l'écran en nuances de gris. Ouais, c'est pas si évident que ça. Voilà, c'est pas si évident que ça, mais ça a été vendu par certains sites comme du low power segment. Désolé. C'est de l'accessibilité. Non, c'est de l'accessibilité. Donc Apple n'a pas prévu un mode d'urgence pour sauver sa batterie. Donc je vous rappelle, s'il vous plaît, je vous rappelle le concours pour remporter 2 disques durs WD MyCloud, une capacité de 2 Tera
En répondant à la question qui vous sera posée à la fin de l'émission, je crois qu'on a déjà glissé la réponse, je ne suis pas sûr, vous allez voir. Et puis n'oubliez pas également la réduction en tapant le code ORLM20 sur le store de WD. Et les frais de port sont offerts. Parlons des déceptions. Et la première déception moi, qui m'est venue à l'esprit, c'est le NFC. C'était l'une des grandes avancées de cet iPhone 6, le NFC. Je ne vois pas où est ton problème, il y en a. Oui, il y a du NFC à l'intérieur. Mais, alors d'abord, c'est réservé à Apple Pay. Ah ben voilà, c'est pas d'abord, c'est... Oui, il y a du NFC, mais c'est comme s'il n'était pas là parce que c'est réservé à Apple Pay, sans contact, bien sûr, qui n'existe pas chez nous. Donc, et puis, on va dire, bon, c'est pas grave, on va utiliser l'iPhone pour synchroniser ses batteries, ses casques Bluetooth, ses enceintes ou casques Bluetooth, et c'est pas possible non plus. Ah non, et puis pour faire peut-être du paiement avec d'autres systèmes, enfin tout ce à quoi le NFC permet d'accéder, non, c'est pas pour cette fois-là. C'est un peu comme Touch ID l'année dernière, on dit, ouais, c'est génial, on va pouvoir. Non, vous n'allez pas pouvoir, ça va être pour nous et pour l'iTunes Store. C'est totalement incompréhensible, je veux dire, il n'y a aucune raison technique. Non, parce que le NFC est un standard du marché absolu, il y a déjà plein de trucs qui fonctionnent avec. Ça aurait été l'occasion d'ouvrir la plateforme à plein de choses. En plus, ils auraient même ils n'auraient pas forcément pu valider. Ils auraient pu valider les applications qui utilisaient du NFC ou non. Enfin, aucun souci. Je ne vois pas. Ils l'ont réservé à Apple Pay. C'est un peu, bon, je ne vais pas dire terriblement frustrant, mais c'est frustrant. Oui, il n'y a pas de raison technique qui l'impose aujourd'hui. Non. L'autre grande déception, pour aller vite, c'est l'étanchéité du téléphone. C'est un standard dans le monde Android, c'est notamment chez Sony et chez Samsung. C'est pas un standard, mais on va dire que surtout sur tous les modèles haut de gamme. Aujourd'hui, le LG là également, le G3, je ne sais plus. Le G3, non, le G3 n'est pas. C'est plutôt une spécialité de Sony, on le voit avec l'Xperia derrière moi. Mais aussi le Galaxy S5, mais aussi le Note 4, mais aussi, enfin voilà, il y en a plein. C'est devenu quelque chose de standard, pas forcément comme on le voit là pour aller faire des photos sous l'eau, mais juste pour dire il est tombé au lavabo, il n'est pas mort. Oui, c'est la première cause de décès des téléphones, le fait qu'ils tombent dans l'eau. Voilà. C'est la deuxième cause de panne et première cause de décès. Notamment sous la douche ou dans le bain lorsqu'on regarde un film dans son bain avec son iPhone. Alors, question toute bête aujourd'hui, tu m'as montré ce 6 Plus qui est quand même une taille imposante, qui a vraiment une remarquable qualité d'image. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui à l'iPad face à ce modèle? Quelqu'un qui achèterait un 6 Plus, est-ce qu'il a encore l'usage d'un iPad mini par exemple? Est-ce qu'il y a encore en clair de la place pour ce type d'appareil du moins pour quelqu'un qui achèterait un 6 Plus? C'est une vraie bonne question. Moi, quand il m'arrive d'avoir un peu de temps à passer dans mon canapé, c'est souvent avec un iPad mini Retina à la main. Et là, tout à coup, c'est vrai que si j'ai tout ce que j'ai sur l'iPad ici, j'aurais peut-être tendance à aller le chercher un peu moins. C'est un mini, hein, donc si j'avais un iPad Air, enfin j'ai un iPad Air, mais j'utilise moins, là ce serait pertinent. Non, ça va poser des questions au moment de l'achat. Et puis au moment de l'usage, c'est-à-dire que les gens, là on a toutes les machines en même temps, donc on est représentatif de personne, mais c'est vrai que oui, ça va poser des problèmes de concurrence interne dans la gamme d'Apple. Ça aussi, chez Apple, on n'aime pas ça, mais en même temps, on est coutumier du fait. Souviens-toi, il y a des moments où le choix entre un iPod Touch, etc. Enfin bon, c'était déjà... Pas en faveur de l'iPod Touch. Non, là, c'est pas du tout en faveur de l'iPod Touch. Surtout que Paul, les ventes d'iPad, on l'a vu lors du dernier trimestre, sont en baisse, en nette baisse par rapport auparavant, et ça va de réassombrir encore plus le tableau. Oui, effectivement, les ventes d'iPad, bon là, on voit qu'année après année, ça grimpe. Bon, ici, on n'a pas encore le dernier trimestre de l'année 2014, mais effectivement, on voit qu'il y a une croissance qui n'est plus la même. Hein. La courbe s'aplatit progressivement. On a vu que quand même au dernier trimestre, elles avaient perdu quasiment 16% de croissance. Les tablettes d'Apple, c'est énormissime, on s'y attendait pas du tout. Tim Cook s'est quand même dit très satisfait de la performance, mais l'iPhone 6 Plus inquiète évidemment l'iPad mini. Et on se demande si le prix de l'iPhone 6 Plus n'est pas également aussi pour rappeler que c'est un iPhone et que ce n'est pas le même segment de marché et que l'iPad mini reste bien moins cher. Donc il va falloir à Apple le mois prochain, lors de la prochaine keynote, qui sera le prochain grand rendez-vous d'Apple, de dévoiler des iPads qui dopent un petit peu les ventes, ils en ont besoin. Donc tu l'as dit, peut-être vers le haut de gamme, ou peut-être Cédric, on peut rêver, une tarification un peu plus agressive en entrée de gamme. Pour conclure cette émission, au terme de cet éventail, de cet inventaire à l'après-vert des qualités et défauts de l'iPhone 6, la question principale est, l'iPhone est-il trop cher, Cédric? Non. Enfin, il est à son prix. Je veux dire, un smartphone haut de gamme, une phablette haut de gamme, ça coûte aux alentours de 650-700 euros, selon les configurations. Évidemment, là où Apple est 100 euros plus cher. Hein. Apple se sucre un peu sur les capacités mémoire que tu serais allé chercher dans une micro SD de l'autre côté. Donc bon, oui, bien sûr, c'est pas gratuit. Quand tu vois un modèle comme celui-là, 128 Go qui est à plus de 1000 euros,
en France. On en achète des trucs avec 1000 euros, on achète une très belle télé, on achète des très magnifiques tablettes, même chez Apple. Pour la première fois, un iPhone iPost. passe la barre symbolique des 1000 euros. Voilà. C'est quand même un symbole, c'est le prix d'un MacBook Air, donc c'est quand même pas rien. C'est pas rien. Stéphane, il est plus cher que l'iPad Air au maximum. Ouais. L'iPad Air 3G 128 Go est moins cher que le 6 Plus, quoi. Stéphane, pour conclure sur le prix, il y a beaucoup d'articles de presse qui disent que l'iPhone est trop cher. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ouais, bah oui. Bah après, ça a toujours été un peu la stratégie d'Apple, que ça soit sur le Mac ou sur l'iPhone, il y a toujours eu 100 à 200 euros de différence entre les concurrents et Apple. C'est une culture de faire des marges les plus hautes possibles. Je dirais la principale différence, elle n'est pas tant au niveau du prix auquel est commercialisé le téléphone, que dû au fait que le prix va rester le même tout au long de la vie, enfin au moins le long de la première année d'existence de l'iPhone, alors que du côté d'Android, on voit que les prix baissent assez rapidement. Là, on voit par exemple que peu de temps avant la sortie de l'iPhone 6, le Galaxy S5 a déjà un petit peu baissé. Donc effectivement, ça c'est l'avantage côté Android, c'est que les prix baissent quand même beaucoup plus vite. Et ils baissent surtout. Alors, pas le cas. on aura l'occasion de revenir sur les qualités et défauts de cet iPhone. On va en parler dans d'autres émissions. L'heure est venue de passer au résultat du concours de notre partenaire WD la semaine dernière. On vous posait la question de savoir quelle était la capacité maximum du passeport wireless, le petit disque dur de poche sans fil de WD. La réponse était de 2 Tera. Nous avons 2 gagnants. Ils sont Sirtarion alias @Sirtarion. Et pour une fois, roulement de tambour, une fille, ça arrive, on refait le Mac. Elle s'appelle Claire alias @Claire LCM. Le plus simple, c'est d'envoyer un mail à olivier@onrefilmac.com avec votre adresse postale, vos noms et prénoms, et WD se chargera de vous envoyer votre cadeau. L'heure est venue de passer à notre concours. WD vous offre cette semaine à nouveau 2 disques durs MyCloud d'une capacité de 2 Tera en répondant à cette question. Peut-on accéder au MyCloud depuis sa tablette ou son smartphone? Répondez oui ou non via Twitter, via l'hashtag ORLMWD. ORLMWD, bonne chance! Et l'heure est venue de passer à la conclusion de cette émission, à savoir les coups de cœur. Allez, les coups de cœur, on commence tout de suite par Cédric parce qu'on est en retard. On disait que les iPhone 6 et 6 Plus avaient amélioré vaguement la photo, mais pas la résolution, même si ce n'est pas forcément la course au mégapixel qui est la meilleure idée du marché. Regardez ce qui se passe chez Panasonic, ça s'appelle le Lumix CM1. C'est un smartphone sous Android, mais pas seulement. C'est mal, c'est vrai. C'est un smartphone sous Android qui embarque un capteur photo d'1 pouce. 1 pouce de capteur photo dans un mobile tout fin et un objectif Leica, rien que ça, équivalent 28 mm qui ouvre en 2.8. Ça fait des photos à 20 millions de pixels, ça fait des photos en RAW comme un réflexe. C'est absolument remarquable, ça fait de la vidéo en Ultra HD. C'est pas sorti, ça sort en novembre et il faudra quand même compter aux alentours de 900 €. Mais là, tout à coup, vous aurez le meilleur photophone, comme on disait, du marché. Sous Android. J'attends de l'avoir dans les mains à Tokyo dans 3 semaines. Bien. Quel est ton coup de cœur de ton côté, Paul? Mon coup de cœur cette semaine, Olivier, c'est la Mofi Juice Pack qui permet d'embarquer, en plus d'une batterie pour ton iPhone 5 ou 5S, 16, 32 ou 64 Go de stockage en plus pour mettre des données. Voilà, on le disait, il n'y a pas de carte micro SD sur iPhone, mais heureusement Mofi s'en occupe et ça a l'air vachement pratique et j'aimerais bien tester ça. Bon, on va leur demander de nous envoyer un exemplaire pour le tester. Merci Paul. Stéphane, de ton côté, quel est ton coup de cœur du côté de Lyon et de Clubic? Alors, mon coup de cœur, il n'est pas tout récent, c'est un jeu qui était sorti déjà il y a une bonne paire de mois, même voire plus, sur Mac et PC, et qui est sorti récemment sur PS4, PS3 et même PlayStation Vita. Et il s'agit de Rogue Legacy, c'est un petit jeu de mélange de jeu de plateforme et de RPG, et qui a 2 caractéristiques. La première, c'est que les niveaux sont aléatoires, donc ils changent à chaque partie. Et ce qui corse sérieusement le défi. Et la deuxième caractéristique, c'est que à chaque fois que son personnage meurt, on incarne un de ses 3 descendants. Et ces descendants peuvent avoir des tares, des maladies héréditaires. C'est super ton jeu, dis-donc, ça donne envie. Vraiment, en fait. Ils sont bizarres, la vie. par moment. Mais bon, ça fait passer de leur charme aussi. Merci Stéphane. Et puis c'est rare de voir des jeux qui arrivent d'abord sur Mac et PC et après sur console. De mon côté, c'est un casque audio. Moi j'aime bien les casques audio, mais celui-ci est un peu particulier. On pensait que Dr. Dre serait le premier à dégainer en matière de casque audio Lightning. Et ben non, c'est Philips avec le Fidelio M2L. Regardez, il est équipé d'un port Lightning pour le brancher directement
sur votre iPhone sans passer par la prise casque. L'avantage est bien sûr qu'il n'y a pas les parasites propres à la prise jack traditionnelle. Et surtout, vous avez un vrai son haute fidélité, un son 24 bits, 192 kHz grâce à un DAC intégré. Alors bien sûr, pour pouvoir optimiser et écouter de la musique en haute définition, haute résolution, ne cherchez pas sur iTunes, ça n'existe pas. Cocorico, c'est un service français qui fait ça s'appelle Qobuz. Et Qobuz, cette semaine, fait une soirée, si vous voulez aller découvrir ce service, c'est ouvert à tous, allez-y. C'est le 9, non pas cette semaine, c'est le 9 octobre, pardon, à partir de 19h au pop-up du Label dans le 14e arrondissement Paris. Le 9 octobre à partir de 19h, Qobuz, allez découvrir le son 24 bits haute fidélité et c'est français, Cocorico. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce 171e numéro d'On refait le Mac. Merci de l'avoir suivi. Vous retrouvez chaque dimanche sur LCI à 13h10. Et vous savez quoi, ça a changé. Samedi 10h40 maintenant la première diffusion de. Eh ben voilà. De changer toujours et samedi 10h40 cette semaine. Mais on le voit aussi le dimanche et le mardi, le mercredi. C'est quoi le sommaire cette semaine? Eh ben c'est l'Intel Developer Forum, la grande conférence des développeurs d'Intel où il y a plein de choses. Il y a des PC sans fil, mais vraiment sans fil parce qu'il n'y a même plus de fil d'alimentation. Ah ouais. Il y a des trucs. Bah oui. Non mais si tu veux, il y a de nouveaux processeurs et puis il y a surtout tout ce qu'ils ont fait autour des objets connectés avec une plateforme qui s'appelle Edison, ce petit ordinateur qui tient dans quelque chose de la taille d'une carte SD. Tu parles de ça à Paul Ronny, il en rêve la nuit et qui permet de faire des robots, des fauteuils roulants connectés, enfin 1000 choses. C'est vachement intéressant. Bon, et c'est dans l'écran cette semaine. Samedi matin 10h40 avec sur une diffusion toute la semaine. Paul, vous retrouvez chaque semaine dans On refait le Mac, mais également sur son blog qui s'appelle Mac Coffee Talk. Mac Coffee Talk, donc regardez, il y a plein de choses intéressantes. Et du côté de Clubic, il y a une actualité particulière cette semaine, Stéphane? La couverture de l'IDF, on était également présent sur place. Puis on retrouvera tous les tests avec tous les détails sur les chiffres, les benches concernant l'iPhone 6 et l'iPhone 6 Plus. Exact, et on a publié également justement hier un test, avant-hier même un test de iOS 8 avec toutes les nouveautés de la mise à jour du système. Donc soyez rendez-vous sur clubic.com, clubic.fr et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine si vous êtes d'accord. On fera une mission spéciale qui sera dédiée à l'Apple Watch. On va essayer d'un petit peu d'être sur la piste des vrais géniteurs de l'Apple Watch. Soyez rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.